Aujourd'hui, nous allons parler de certains moments chaotiques et oubliés de la carrière de Nikki et Brie Garcia, également connus sous le nom des Bella Twins. Nikki and Brie, the Bella Twins. Les sœurs ont passé plus d'une décennie à travailler pour la WWE, sont devenues des stars de la télé-réalité et se sont constituées une base de fans fidèles, mais une grande partie de leur histoire n'est pas publique. Levons le voile sur ce dont la WWE n'aime pas parler et sur les raisons pour lesquelles les Bella ont estimé qu'elles devaient reprendre le contrôle de leur histoire. Lorsque les fans pensent aux Bella Twins aujourd'hui, ils voient facilement le glamour, les événements sur tapis rouge, les émissions de télé-réalité scénarisées et les ceintures de championnat. La vérité est liée à une enfance beaucoup plus sombre. Nicole et Brianna sont nées à San Diego et ont passé leurs premières années dans une ferme en Arizona. Leurs parents, John Garcia et Katie Colas, se disputaient constamment. D'après leurs mémoires et des interviews ultérieures, la dépendance de leur père à la drogue et à l'alcool a semé le chaos dans leur foyer. Leurs parents se sont séparés et réconciliés à plusieurs reprises, et les filles ont appris à s'occuper des autres bien avant d'avoir eu le temps d'être des enfants. Au cours de ces mêmes années, Nikki a été agressée sexuellement à 2 reprises à l'adolescence. Elle a raconté comment, à 15 et 16 ans, elle a été violée par des connaissances en qui elle avait confiance. Elle a porté cette honte et cette peur pendant des années, craignant d'être jugée si elle en parlait. Brie, quant à elle, a perdu son premier amour, un jeune homme nommé Bear, décédé dans un accident de voiture. Elle a déclaré qu'elle priait encore pour lui et qu'elle sentait sa présence chaque jour. Ces traumatismes ont endurci les sœurs et leur ont appris la résilience bien avant qu'elles ne montent sur le ring. Le fait qu'elles aient ensuite raconté ces histoires publiquement montre à quel point elles voulaient inspirer d'autres survivants. Le chemin vers le catch professionnel n'a pas été glamour non plus. Après le lycée, les jumelles ont tenté de percer dans le mannequinat et le football. Elles ont travaillé dans un restaurant mexicain pour payer leurs factures et ont déménagé à Los Angeles. En 2006, elles ont passé une audition pour le concours Diva Search de la société. Cet événement était un casting de masse pour des femmes séduisantes et non une véritable audition de talent. Elles n'ont pas été retenues à l'époque, mais la société a vu le potentiel de ces 2 brunes identiques qui pouvaient être commercialisées comme un ensemble. Elles ont été envoyées à la FCW pour s'entraîner. D'après leur récit, il n'y avait pas de centre d'entraînement approprié. Elles s'entraînaient à faire des chutes dans le parking d'une église et sur de vieux rings inégaux. Les entraîneurs ont insisté pour qu'elles suivent un régime strict afin d'avoir un look identique. Elles se sont décolorées les cheveux et portaient les mêmes tenues. Lorsqu'elles ont intégré l'équipe principale en 2008, elles ont découvert à quel point les vestiaires pouvaient être hostiles. Les catcheuses chevronnées en voulaient aux 2 nouvelles venues issues d'un concours de télé-réalité. Pendant un certain temps, elles n'ont pas été autorisées à entrer dans les vestiaires des femmes et ont dû se changer dans les toilettes. La direction est finalement intervenue, mais le mal était fait. Étant jumelles, elles étaient des cibles faciles pour les blagues et les farces. Une rumeur sur Internet selon laquelle elles auraient subi une chirurgie plastique pour être identiques n'a pas aidé. Elles l'ont nié à plusieurs reprises, mais les fans et leurs collègues continuaient à chuchoter. Au début, elles passèrent leur temps à voyager de ville en ville, partageant une voiture de location et dormant à 4 dans une chambre d'hôtel avec d'autres stagiaires. Ces difficultés ne cadraient guère avec les séances photo-glamour de la société. Avant de devenir célèbres, les jumeaux ont également envisagé une autre carrière. Tous 2 étaient des footballeurs hors pair au lycée et ont brièvement envisagé de jouer en tant que professionnels en Italie. Une blessure a mis fin à ce rêve. Ils se sont essayés au mannequinat et ont même travaillé comme serveurs dans un bar de Los Angeles. Lorsque l'offre de catch leur a été faite, ils l'ont considérée comme une chance d'échapper aux horaires de restaurant et aux prêts étudiants. Leur succès n'a pas été immédiat. Il a fallu des années de travail et d'ajustement de leur personnage avant que leur routine Twin Magic ne fasse mouche. Elles ont commencé comme valets pour Carlito et Primo et servaient souvent de potiches pour les invités masculins à l'époque des invités hôtes. Avec le recul, Nikki dit qu'elle peut rire de ses débuts, lorsqu'elles se cachaient sous le ring et échangeaient leur place pour semer la confusion chez les arbitres. À l'époque, cependant, cette routine renforçait l'idée que les femmes n'étaient que des accessoires. C'est pourquoi, même si elles jouaient le jeu, elles ont insisté pour lutter et être prises au sérieux. Vous vous souvenez de l'ère des divas. À cette époque, les femmes avaient rarement plus d'1 ou 2 minutes de temps d'antenne et devaient lutter en bikini. Les Bella Twins ont été propulsées dans ce monde. Au début,
début, les scénarios les faisaient changer de place derrière le dos de l'arbitre. Elle jouait les valets séductrices auprès des catcheurs masculins et parlait rarement. En coulisses, on les poussait à participer à des séances photos et à poser pour des magazines plutôt qu'à s'entraîner. Sonny, une membre du Hall of Fame qui avait ses propres problèmes, a écrit un message sur Facebook disant qu'il n'y avait aucune excuse pour que Nikki soit potelée et se moquant de son poids. Nikki a déclaré plus tard que ce commentaire l'avait profondément blessée, car elle se sentait déjà complexée par son corps. Sonny a finalement présenté ses excuses au Hall of Fame, mais la société n'a jamais abordé le sujet publiquement. Le body shaming faisait alors partie de la culture. Nikki et Brie avaient le choix entre se replier sur elles-mêmes ou riposter. Elles ont choisi de riposter. Au cours des années suivantes, elles ont appris à s'entraîner plus dur que quiconque, passant des heures au Performance Center et soulevant des poids dans les salles de sport des hôtels, pendant que les autres athlètes faisaient la fête. Cette éthique de travail s'est finalement traduite par une amélioration de leur performance sur le ring. À mesure qu'elles gagnaient en confiance, des problèmes plus importants sont apparus. En 2011, Maria Kanellis, une ancienne diva, a participé à un podcast People et a suggéré que deux femmes qui ressemblaient aux jumelles partageaient un jacuzzi avec le responsable des relations avec les talents, John Laurinaitis. Les fans ont compris l'allusion et ont conclu qu'elle parlait de Nikki et Brie, laissant entendre qu'elles avaient couché avec Laurinaitis pour obtenir leur contrat. Kanellis a ensuite défendu ses propos en affirmant qu'il s'agissait d'une blague et non de la vérité, mais le mal était fait. Peu après, John Laurinaitis s'est fiancé à Katie Colas, la mère des jumelles. Ces fiançailles ont alimenté les accusations de népotisme sur Internet. Les commentateurs ont affirmé que les jumelles étaient protégées parce que leur beau-père était responsable du recrutement. Inquisitre a écrit un article sur ces rumeurs et a noté que Nikki avait tweeté qu'il ne fallait pas croire tout ce qu'on lisait, rappelant aux fans que les histoires sur les forums manquaient souvent de contexte. Le journaliste spécialisé dans le catch Dave Meltzer a déclaré à l'époque qu'il ne pouvait pas confirmer ces allégations et a souligné que Kanellis et d'autres avaient eux-mêmes refusé des contrats. Les sœurs n'ont jamais répondu directement, laissant les rumeurs s'éteindre, mais celles-ci continuent de planer sur elles. Cela reflète un double standard. Les catcheurs masculins font rarement l'objet de rumeurs à caractère sexuel sur la manière dont ils obtiennent leur poste. Cela illustre également comment les femmes sont souvent victimes de slut-shaming dans un secteur dominé par les dynasties familiales. Lorsque Charlotte Flair ou Randy Orton réussissent, leur lignée est célébrée. Lorsque les Bella Twins montent en puissance, certains fans insistent sur le fait que cela doit être dû à leur relation et non à leur performance. Cette hypocrisie est en partie ce qui les a poussés à s'exprimer sur le respect. Les ragots ne se limitaient pas au forum de discussion. À la télévision, la société jouait avec les suppositions des fans. Dans sa célèbre promo Pipe Bombshell de 2013, AJ Lee faisait irruption dans le vestiaire des divas, dénonçant les stars de la télé-réalité qui avaient eu des opportunités parce qu'elles étaient belles. En coulisses, Nikki a confronté AJ devant la direction, mais la confrontation a été coupée au montage. AJ Lee a déclaré plus tard qu'elle avait un immense respect pour les jumelles. De leur côté, Nikki et Brie ont admis que la promo d'AJ avait touché une corde sensible, car elle reflétait de réelles frustrations. Au cours de la même période, la société a réduit le temps de défense du titre Divas Championship de Nikki lors du Survivor Series 2014 de 15 minutes à 35 secondes, juste avant qu'elle ne traverse le rideau. Brie a improvisé un baiser pour distraire AJ, Nikki a utilisé son coup de grâce, et le match s'est terminé instantanément. La société a présenté cela comme une tactique choquante, mais en réalité, c'était le signe que les matchs féminins étaient toujours considérés comme des remplissages. La WWE n'a pas mentionné cela et a rarement abordé la question de la brièveté du match. Il est plus pratique de se concentrer sur la victoire et d'ignorer les circonstances. Le même schéma s'est répété dans d'autres scénarios. La société a fait la promotion de leur segment, mais leur a coupé l'herbe sous le pied au dernier moment. Ce revirement a en partie motivé les jumelles à créer leurs propres opportunités en dehors du ring. Le drame contractuel a fini par déborder dans la vie réelle. En 2013, Nikki vivait avec son petit ami de l'époque, John Cena. Dans Total Divas, les téléspectateurs ont pu voir qu'il lui avait présenté un contrat de cohabitation de 75 pages avant qu'elle n'emménage chez lui. Selon le magazine People, le contrat exigeait que Nikki quitte son domicile avec toutes ses affaires s'ils venaient à se séparer. Nikki lui a demandé si elle n'était qu'une invitée dans sa vie et s'est interrogée
sur la signification de ce contrat pour leur avenir. Sina a répondu qu'il devait protéger sa famille et ses biens, soulignant qu'il subvenait financièrement aux besoins de nombreuses personnes. Après réflexion, Nikki a signé le contrat. La WWE n'a jamais fait référence à cet accord dans ses émissions, probablement parce qu'il nuit à l'image héroïque de Sina et parce qu'il est gênant de voir une grande star faire signer un document juridique à sa fiancée avant de vivre ensemble. À l'écran, ils formaient un couple puissant. Hors caméra, leur relation avait un aspect juridique que de nombreux fans ignoraient jusqu'à la diffusion de l'émission de télé-réalité. Ce contrat gênant laissait présager des problèmes ultérieurs. En 2017, Sina a demandé Nikki en mariage devant 70 000 fans lors du WrestleMania 33. Les caméras ont filmé sa réponse affirmative, et ce moment a fait la une des journaux grand public. Un an plus tard, ils ont annulé le mariage, invoquant des divergences sur les enfants et le mode de vie. La rupture s'est déroulée dans une émission de télé-réalité et sur les réseaux sociaux. Pendant un certain temps, les jumeaux se sont sentis comme des personnages d'un feuilleton écrit par d'autres. On comprend pourquoi la WWE revient rarement sur cet angle. Il met en évidence la frontière floue entre l'amour réel et la romance scénarisée et soulève des questions sur les limites que l'entreprise est prête à franchir pour un moment WrestleMania. Les blessures étaient une autre réalité cachée. Le parcours de Nikki en tant que championne diva de 2014 à 2015 a été physiquement éprouvant. Des années plus tard, dans son podcast, elle a déclaré qu'elle s'était lentement cassé le cou et qu'elle se réveillait incapable de bouger ses membres. Les médecins ont finalement découvert que ses vertèbres C6, C7 étaient fracturées et exerçaient une pression sur sa moelle épinière. On lui a dit qu'elle était à 2 doigts de la paralysie et qu'elle devait être opérée immédiatement. Après des mois passés avec une minerve et une convalescence difficile, elle est revenue sur le ring lors du SummerSlam 2016. Elle a évoqué sa peur de ne plus jamais pouvoir marcher et sa culpabilité de ne pas avoir écouté son corps plus tôt. À peu près à la même époque, les médecins ont découvert un kyste sur son cerveau qui l'a contrainte à annuler son retour prévu après WrestleMania 35. Cette information n'a jamais été divulguée à la télévision. Les fans ont simplement constaté que les jumelles n'étaient pas revenues. Nikki a déclaré plus tard que le kyste avait été un terrible signal d'alarme et a confirmé qu'elle ne combattrait plus jamais à plein temps. Son chemin vers la guérison a nécessité non seulement une intervention chirurgicale, mais aussi des mois de physiothérapie, d'acupuncture et de méditation. Elle a dû réapprendre à effectuer les mouvements de base en toute sécurité. Brie l'accompagnait souvent à ses rendez-vous, montrant ainsi la complicité des deux sœurs, même lorsque les caméras ne tournaient pas. Ce réseau de soutien est rarement montré à la télévision. Brie a dû faire face à ses propres problèmes de santé et à la virulence des critiques publiques. Dans l'épisode de Réo du 24 septembre 2018, elle a fait équipe avec Nikki et Natalya contre The Riot Squad. Pendant le match, elle a asséné à Liv Morgan le coup de pied Yes Kick, signature de son mari Daniel Bryan. Liv s'est effondrée sur le tapis et a dû être soignée au bord du ring. Brie s'est excusée sur les réseaux sociaux et a déclaré que la dernière chose qu'elle souhaitait était de blesser quelqu'un. Le lendemain, la WWE a confirmé que Morgan avait subi une commotion cérébrale et avait été placée sous le protocole de bien-être de la société. Dans des interviews pour promouvoir Total Bellas, Brie a révélé qu'elle était tombée dans une profonde dépression après cette réaction négative. Des inconnus l'ont traitée d'imprudente et ont déclaré qu'elle devrait être licenciée. Elle se sentait coupable et anxieuse à l'idée de remonter sur le ring. Cet incident nous rappelle également que même les professionnels entraînés peuvent commettre des erreurs et que la pression liée aux performances en direct peut avoir de graves conséquences. La WWE ne met pas en avant ce moment dans ses vidéos, car il montre l'une de ses athlètes comme étant une erreur très publique. Ce que de nombreux fans n'ont pas vu, c'est que Liv a pardonné à Brie en privé. Les deux femmes se sont parlé en coulisses, se sont embrassées et ont tourné la page. Depuis, Brie a déclaré vouloir utiliser cette expérience pour défendre la santé mentale et rappeler aux fans que les erreurs humaines ne définissent pas une carrière. Cette partie de l'histoire ne fait pas le buzz sur les réseaux sociaux, car la rédemption devient rarement virale. La relation des jumelles avec la société n'a jamais été simplement celle d'un employeur et d'une employée. En 2012, après avoir été programmées pendant des années dans des matchs de 2 minutes et avoir eu le sentiment que la direction ne se souciait pas des histoires des femmes, elles ont décidé
décidé de ne pas renouveler leur contrat. Dans le podcast de Freddie Prinze Jr., Nikki a déclaré qu'elles avaient attendu que quelqu'un leur parle de l'avenir. Comme aucune conversation n'a eu lieu, elle a dit à un producteur qu'elle abandonnerait le championnat Divas et partirait. Elle a perdu son titre au profit de Leila Danreo et est partie. Brie est également partie. Elles sont revenues 1 an plus tard après que ait lancé Total Divas, une émission de télé-réalité qui donnait aux femmes plus de temps d'antenne que Réo ne leur en avait jamais donné. Grâce à l'émission, elles ont acquis une reconnaissance grand public et ont tiré parti de cela pour conclure des contrats commerciaux, mais elles continuaient à s'irriter de la façon dont la société donnait la priorité aux stars masculines. Leur départ leur a donné un avant-goût de la vie en dehors de la bulle du catch. Elles ont pris des cours de théâtre, tourné des caméos dans des comédies à petit budget et même envisagé de lancer un studio de fitness. Bien qu'elles aient finalement fait leur retour, ces mois leur ont appris que leur valeur n'était pas uniquement liée au ring. Il y avait aussi la question de Ronda Rousey. Lorsque l'ancienne championne de l'UFC a fait ses débuts après le Royal Rumble féminin en 2018, Nikki a tweeté que l'arrivée de Ronda avait éclipsé les femmes qui venaient de marquer l'histoire. De nombreux fans étaient d'accord. Du point de vue de la société, faire venir une personnalité connue était une bonne affaire. Du point de vue de Nikki, cela a gâché le moment. La WWE n'a pas commenté la frustration de Nikki et des années plus tard, son tweet est rarement mentionné. Cette tension entre les crossovers de célébrités et la reconnaissance des catcheuses est devenue une habitude. La société veut des stars extérieures pour booster les audiences, mais les catcheuses régulières veulent être reconnues pour avoir porté la division. Les jumelles ont déclaré en privé qu'elles respectaient Ronda en tant qu'athlète, mais qu'elles estimaient que la direction aurait dû attendre un jour pour laisser les gagnantes du Royal Rumble célébrer leur victoire. Le fait que la société continue d'inviter des célébrités lors des grands matchs féminins montre que la leçon n'a pas été apprise. La vie personnelle des catcheuses déteint souvent sur les scénarios. En 2014, Brie et Stephanie McMahon ont été arrêtées lors de Réo dans le cadre d'un angle kayfabe visant à promouvoir leur match à SummerSlam. Brie a giflé une femme se faisant passer pour la kinésithérapeute de Daniel Bryan et a été menottée, tandis que Stephanie avait été emmenée quelques semaines plus tôt. Le scénario a brouillé la réalité. Certains fans ont cru que les arrestations étaient au légitime. La même année, Nikki et Brie ont été confrontés à un véritable problème juridique. On leur a demandé de signer de nouveaux contrats ou de renoncer au titre Divas. Elles ont choisi de renoncer à la ceinture. La frontière entre le drame à l'écran et les jeux de pouvoir réels est parfois très mince. Un autre exemple est survenu lorsque Brie a annoncé sa grossesse dans Total Bellas alors qu'elle continuait à se produire dans SmackDown. Dans le scénario, elle était en conflit avec sa sœur, mais dans la réalité, elles planifiaient ensemble la chambre de leur bébé. Le mélange constant entre kayfabe et vie réelle a semé la confusion chez de nombreux téléspectateurs qui ne savaient plus ce qui était authentique et ce qui était scénarisé. Finalement, les jumelles ont commencé à utiliser leur plateforme pour exiger un meilleur traitement. Dans Total Divas puis Total Bellas, elles ont mis en avant le mouvement Give Divas a Chance, qui a vu le jour lorsque des fans se sont plaints sur les réseaux sociaux d'un combat féminin de 30 secondes. Nikki a souligné qu'elle et Natalya pouvaient lutter pendant 10 minutes lors de spectacles privés et a demandé pourquoi elles ne pouvaient pas bénéficier du même temps d'antenne à la télévision. Ce mouvement a finalement conduit la société à rebaptiser la division Divas, division féminine, et à introduire le terme superstar pour toutes les athlètes. Nikki et Brie ont participé à cette conversation, mais alors que la révolution féminine prenait de l'ampleur, les jumelles se sont senties mises à l'écart. De nouvelles catcheuses telles que Charlotte Flair et Sasha Banks ont pris le devant de la scène, et les fans qui associaient les jumelles à l'ère des divas les ont parfois rejetées. La société a profité de cette situation en les utilisant comme méchantes dans l'émission de télé-réalité Total Diva. Le montage mettait l'accent sur leurs disputes avec les autres membres de la distribution et montrait rarement leur rôle de mentor auprès des jeunes talents. Dans un épisode de leur podcast diffusé en 2023, les sœurs ont déclaré que la télé-réalité dépeignait souvent les femmes qui s'exprimaient ouvertement comme des méchantes et qu'elles avaient appris à vivre avec ce montage heel. Elles ont également dénoncé la façon dont les producteurs montaient les femmes les unes contre les autres pour créer du drame. Il n'est pas surprenant que des années plus tard, elles critiquent la manière dont la société présente l'histoire des femmes à la télévision. Une nouvelle controverse a éclaté début 2023 lorsque la société a fait la promotion d'un épisode spécial pour le 30e anniversaire de Raw. L'émission annonçait la participation des Bella Twins, mais leur segment a été supprimé à la dernière minute. Un
seul combat féminin a été diffusé ce soir-là. Nikki et Brie sont apparus dans un talk-show diffusé en journée et ont remis en question le fait que cette célébration de 3 heures n'est pratiquement pas rendue hommage aux femmes. Nikki a demandé pourquoi la société ne pouvait pas produire une vidéo mettant en avant les légendes féminines ou au moins rendre hommage aux catcheuses qui ont quitté la compétition en raison de blessures mettant fin à leur carrière. Brie a déclaré que les catcheuses actuelles faisaient un travail incroyable, mais que celles qui avaient bâti la division méritèrent d'être honorées. Leurs commentaires ont suscité des réactions mitigées. Leurs partisans les ont applaudis pour avoir pris la parole, tandis que leurs détracteurs les ont qualifiées d'ingrates. Dans les semaines qui ont suivi, les sœurs ont supprimé Bella de leur profil sur les réseaux sociaux et ont pris leur distance avec la société. Les fans ont également remarqué que le combat très attendu dans une cage d'acier entre Becky Lynch et Bayley avait été supprimé pour des raisons de temps ce soir-là, ce qui a alimenté le hashtag The Women's Wrestling Matters. La critique des Bella Twins a fait écho à cette frustration. La décision de la société de ne pas reconnaître publiquement ces critiques n'a fait que renforcer l'impression qu'elle considère les femmes comme sacrifiables lorsque les audiences baissent. Le coup de grâce a été porté début 2024. Une action civile a accusé Vince McMahon et John Laurinaitis de trafic sexuel et d'autres crimes. Ces allégations ont choqué et secoué l'industrie. Les Bella Twins ont publié une déclaration par l'intermédiaire de leur agent dans laquelle elles se disaient choquées et découragées par ces allégations et espéraient que les femmes se sentiraient en sécurité et soutenues sur leur lieu de travail. Elles ont écrit qu'elles faisaient confiance à la justice et soutenaient les victimes. Comme Laurinaitis et leur beau-père, cette déclaration était particulièrement remarquable. Elles ne l'ont pas défendue et n'ont pas commenté les détails de l'affaire. Elles ont plutôt souligné que l'abus de pouvoir n'était jamais acceptable. La société a ignoré publiquement cette déclaration, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la sensibilité juridique de l'affaire. Les fans ont toutefois pris note du fait que les jumelles avaient choisi de s'exprimer alors que leurs liens familiaux auraient pu les inciter à garder le silence. Leur position les a alignées sur celle d'autres femmes qui s'étaient exprimées dans le monde du sport. Elle a également mis en évidence la position délicate dans laquelle se trouvent les personnes apparentées à quelqu'un impliqué dans un scandale. À peu près à la même époque, la vie personnelle de Nikki a fait la une des journaux. En 2024, elle a demandé le divorce du danseur professionnel Artem Chikvintsev après qu'il ait été arrêté pour suspicion de violence domestique. Selon un article du magazine People, Nikki a demandé la garde de leur fils et a demandé que sa vie privée soit respectée. La procédure de divorce a fait les choux gras de la presse à scandale. Dans une interview accordée à Cinema Blend en 2025, Nikki a déclaré qu'elle avait été traitée comme une méchante au tribunal en raison de son personnage de catcheuse. Elle se souvient avoir entendu dire qu'elle ne méritait pas de sympathie parce qu'elle jouait un rôle de méchante à la télévision. Dans un autre podcast, elle et Brie ont discuté du fait que les femmes fortes sont souvent qualifiées de méchantes et que le montage des émissions de télé-réalité peut influencer la perception du public. Elles se sont interrogées sur les raisons pour lesquelles les femmes affirmées sont considérées comme une menace alors que les hommes affirmés sont célébrés. Ces réflexions montrent à quel point leurs personnages à l'écran continuent d'influencer leur vie réelle. La société n'aborde pas ces questions car cela l'obligerait à reconnaître que ces scénarios ont une incidence sur la réputation des athlètes. Le divorce de Nikki a également suscité des discussions sur la violence domestique, les sœurs exhortant leurs fans à ne pas prendre parti et à soutenir plutôt les victimes et la procédure judiciaire. Il s'agit d'une situation compliquée qui n'est pas encore tout à fait réglée. À la mi-2025, les jumelles ont officiellement quitté la société et ont annoncé qu'elles utiliseraient désormais leur nom de naissance. Dans une interview accordée à E! Brie a déclaré que le nom Bella ne correspondait plus à qui elles étaient et que revenir à leurs racines leur semblait juste. Nikki a ajouté qu'elle n'avait jamais détenu les droits sur le nom Bella et que le fait d'entrer dans la quarantaine leur avait donné envie de prendre un nouveau départ. Elles ont commencé à prendre leur distance avec l'entreprise après s'être plaintes de l'émission anniversaire de Raw et ont supprimé toute référence à la WWE de leurs réseaux sociaux. Ce changement de marque les a libérées d'un nom appartenant à l'entreprise et a symbolisé une rupture avec un système qui, selon elles, les avait cataloguées. Sous la bannière Garcia, elles ont lancé un podcast, développé une ligne de vêtements et exploré le militantisme, notamment en s'exprimant sur la santé mentale et en plaidant pour l'égalité salariale dans le sport. Elles ont également accepté des invitations à prendre la parole pour discuter du leadership, de l'entrepreneuriat
l'entrepreneuriat et de la résilience. Leur ligne de vêtements, Birdie Bee, promeut l'acceptation du corps et reverse une partie de ses bénéfices à des associations caritatives œuvrant pour l'émancipation des femmes. Leur marque de vin, Belle Radici, s'associe à des vignobles durables et organise des dégustations caritatives au profit des anciens combattants et de la recherche contre le cancer. Ces initiatives montrent comment les jumelles ont transformé leur notoriété en une plateforme pour les causes qui leur tiennent à cœur. Les fans qui ne les regardaient que le lundi soir pourraient être surpris d'apprendre qu'en coulisses, elles bâtissaient un empire commercial. Leur mémoire, incomparable, révèle comment la dépendance de leur père les a façonnées, comment elles ont dû s'occuper de leurs jeunes frères dès leur plus jeune âge, et comment l'amitié et le soutien de catcheuses comme Natalia et Paige les ont aidées à naviguer dans un milieu professionnel dominé par les hommes. Le livre omet également intentionnellement le nom de John Cena, se concentrant sur la façon dont cette relation a changé Nikki sans lui faire de publicité. Nikki a déclaré qu'elle voulait s'approprier son histoire et ne pas la lier à quelqu'un d'autre. L'activisme environnemental de Brie et son dévouement au yoga et à la spiritualité ont rarement été montrés à la télévision de la WWE, mais ils sont essentiels à ce qu'elle est. Les fans qui les jugent uniquement sur la base de leur personnage à l'écran passent à côté de ces dimensions. La société tire profit de la simplification de leurs personnages pour les scénarios, alors que le tableau complet montre deux femmes qui ont survécu à un traumatisme, ont bâti une entreprise et ont utilisé leur plateforme pour défendre les autres. En tant que podcasteuse, auteure et entrepreneuse, elle continue de partager des leçons sur le deuil, la résilience et l'amour de soi. Ces moments plus doux ne font peut-être pas les gros titres, mais ils permettent de mieux comprendre pourquoi tant de personnes continuent de s'intéresser à leur parcours. Que pensez-vous des Bella Twins? Faites-nous part de votre avis dans la section commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.